Bienvenue à Culture en Migration, un podcast de rencontres inspirantes à la découverte d'expressions culturelles d'ici et d'ailleurs. Un endroit d'échange et de curiosité, un espace-temps où les questions nous amènent à bien plus que des réponses. Nous sommes une écrivaine, Elisa De Angelis, et une journaliste, Julie Guépara, deux femmes passionnées de culture, intéressées par la diversité et par ses manifestations vivantes. C'est un dimanche midi. Nous parlons fort en famille sans savoir pourquoi. Pour être sûr d'être entendus, peut-être ? Nous rions ensemble, profitons, construisons. Le soleil est au rendez-vous, en plein hiver, et il réchauffe un peu, juste un peu, ce qu'il faut pour que les couleurs sentent toujours l'été. Les rides des grands-parents changent de géométrie à chaque fois qu'on les voit, et on s'est dit qu'il faudrait savoir tout retenir pour que ça ne se perde jamais. Dans la cuisine, tous les repères du monde. De l'odeur du café au réveil, qui suggère la direction à suivre, à la sauce, qui en mijotant nous rappelle la patience. Derrière les recettes et au fin fond des ingrédients, tellement d'histoires et de légendes, des traditions et de vie. Un geste qui se répète dans le temps, qui évolue en respectant une logique intime, qui change un peu quand la mémoire n'arrive pas à restituer les détails, quand on ne retrouve pas, ici, le même goût avec lequel on a grandi, là-bas. Ou le goût qu'ils nous racontent, les autres, ceux qui savent, ce doux amer fait de voyages, d'ailleurs, d'espoir, de sacrifices d'une autre époque. Ce salé sucré qui nous appartient, quelque part, et auquel nous appartenons aussi, irrémédiablement. C'est notre héritage humain, les défauts que nous réjouons, les vertus que nous essayons de partager. On a suivi des rêves plutôt qu'un homme, car les époques changent et ce n'est plus lui qui t'offre des possibilités, c'est l'ailleurs, tout court. On a créé des rêves plutôt que de les suivre, car on a perdu le nord, mais jamais le sud. On se réinvente une identité en apprivoisant les clichés, on apprend à être migrant chez nous sans avoir jamais bougé. Là-bas, c'est un mirage quand on ne peut pas partir, et c'est un abri quand on ne sait pas rester. Je pleure comme une dingue. Par contre, j'avais des Ça dépend des personnes, hein, mais moi je suis hyper sensible à ça. ça arrive. Attends, hop, je vais prendre une photo. Ah, Ça dépend des vidéos. T'en veux deux ou C'est des moyens de deux. Comme ça. deux? Enfin, Tu les veux couper en tout fois comme petit rapport. oui. Ah, c'est ça, hein, cuisiner ensemble. Bah ouais. Moi, j'ouvre le vin, je fais beaucoup de choses. C'est le plus important. Regarde là. L'expertise. En bouteille de vin. La connaissance. Ce bruit si doux. Attends, c'est un autre le bruit de. C'est 3, 2, 1. Un aperçu de cette bonne ambiance qu'on a pu partager autour d'un plat et d'un échange super intéressant avec Lisa Tonelli et Emmeline Marcourt. Emmeline Marcourt, metteuse en scène dans la cuisine, et Lisa Tonelli, comédienne, qui va donc interpréter cette histoire et cette expérience. C'est un presque seul en scène parce qu'on est deux à activer notre machine, on va dire, notre forme. Donc c'est du théâtre. Mais avec un rapport au public très proche, donc c'est participatif. Mais voilà, ça reste du théâtre, il y a une histoire à suivre, il y a une courbe dramatique, il y a des événements, mais le public est complètement inclus dans cette histoire, pas à la manière d'une animation, parce qu'on entend parfois un petit peu des réactions un petit peu stéréotypées autour de la participation. Ici, en fait, le temps, la temporalité du spectacle se fait autour d'une recette, du début à la fin d'une recette jusqu'à ce qu'elle soit prête et qu'on puisse la manger. Et le public est invité à participer à cette recette et sa participation influe directement la bonne réussite ou pas de cette recette. Et donc il y a beaucoup d'espace de liberté. Déjà rien que Lisa, quand elle accueille le public, c'est à chaque fois quelque chose de très personnel. Vraiment, elle prend le temps d'observer, enfin voilà, d'être en contact avec la personne qui est en face d'elle, de sentir les énergies. Enfin, il y a vraiment un rapport direct qui se crée avec les spectateurs et spectatrices.
et les personnes ont quand même la liberté d'interagir avec elles. Donc voilà, c'est quand même un espace de liberté pour le public au niveau de cette forme théâtrale. Oui, c'est pas une participation fabriquée, ça change très très fort d'un soir à l'autre. Et il y a un contexte très précis que Emeline explique au début du spectacle quand elle accueille le public, où elle plonge le public déjà dans une ambiance qui doit sonner à ma porte. Donc le public sonne, entre chez moi et c'est qu'il entre dans l'univers de quelqu'un. Et donc moi je les accueille comme si je les connaissais tous. Donc pour chaque personne du public, je m'invente un personnage que je fais semblant de connaître. Parfois il y a des gens que je connais réellement, donc ça permet des petites improvisations. Parfois pas, mais par exemple je vais regarder le look de la personne et lui faire un compliment sur ses lunettes, sur son manteau. Mais je vais jamais inventer... voilà, j'ai pas 3 répliques à dire et je le dis à chaque fois au hasard sur une personne, quoi. À chaque fois, on a travaillé là-dessus, sur cette... Son ami, voilà. Souvent, il y a Jérémy, le personnage qui revient, c'est l'ami de sa pote, enfin voilà. Oui, il y a un petit peu tout un petit monde qu'on convoque. Évidemment, en fonction de l'âge des personnes, du look des personnes, les personnes qui ont l'âge d'être mon oncle, ma tante, je les appelle Zio, Zia, parce qu'on en parlera après, mais on parle de l'immigration italienne. Et ça permet de mettre une sorte de petite tension théâtrale où la personne se sent le rôle du Zio ou de la Zia et à qui je vais demander l'avis pendant toute la recette, par exemple. Je vais demander plusieurs fois à la Zia de vérifier que la recette ait bien été faite, etc. Donc ça permet... Elle va lancer une petite anecdote, par exemple, sur un de ses cousins imaginaires, voilà, qui, on l'appelait toujours aux grandes oreilles, par exemple, cousin aux grandes oreilles. Enfin, comment tu l'appelais déjà ? Je sais plus, mais il y a un personnage, enfin presque tous les soirs, il y a un truc physique. Mais la première fois, c'était quelqu'un qui avait vraiment des grandes oreilles. Et donc j'ai fait, ah mais oui, depuis qu'il est tout petit, il est adorable. Oh, Danny aux grandes oreilles, parce que c'est un ami à nous et je savais que voilà, on pouvait se permettre. Et puis une fois, c'est avec son grand nez, avec ses lunettes, avec ses beaux cheveux, toi qui as toujours été si douce. Enfin, c'est toutes des petites choses comme ça qu'on peut... qui donne avec beaucoup d'amour à chaque fois. D'une connaissance, mais la possibilité d'une vraie proximité. Du coup, en tout cas, moi, en tant que comédienne, je le sens pas comme quelque chose de chiqué. J'ai vraiment l'impression d'entrer en contact avec la personne dès le départ, en fait. Mais c'est vrai que c'est le thème aussi, donc la commémoration du nonno, de son décès, de son histoire. Donc c'est une manière de faire participer et entrer le public dans une forme d'intimité. Pourquoi avoir pris cet angle si intime pour parler de cette culture et de cette expérience ? On parle de quelque chose de très particulier qui est propre à la Belgique, à la Wallonie. Et moi, du coup, pour l'avoir découvert grâce à Lisa, d'être entrée dans cette intimité-là, j'avais envie que chaque spectateur et chaque spectatrice ait l'occasion de se sentir faire part de cette communauté. Et justement, pour quelque chose, enfin voilà, pour un but de proximité, vraiment qu'ils puissent sentir de l'intérieur, j'appartiens... voilà, à cet environnement, j'appartiens au monde du personnage. Et voilà, pour moi, j'avais envie de quelque chose de plutôt englobant, de plutôt avec, que de se sentir distancié de cette histoire. En fait, on a travaillé sur un diptyque. Donc, on a d'abord, par rapport à cette cérémonie, ce spectacle, il se passe la veille de la présupposée cérémonie. La cérémonie est un spectacle en soi qui s'appelle Chicho et où on parle justement, comme tu disais, de ce nono, ce grand-père qui a été mineur et de ce symbole, un peu cette personnalisation de l'immigré italien en Belgique post-Deuxième Guerre mondiale, avec tout ce que ça implique derrière de lutte sociale, etc. Et en fait, Emeline, à la suite de toute cette période de création du premier volet, a pensé que les femmes étaient un peu sous-représentées parce que... dans l'ombre et parce que dans l'espace privé plutôt que public, notamment par rapport à un tas de questions culturelles de l'époque où généralement les hommes, quand ils travaillaient dans des métiers déjà tellement difficiles, enfin voilà, il y a beaucoup de gens qui sont morts d'avoir travaillé dans les mines, qui sont morts de la silicose, etc., on trouvait honteux de faire en plus travailler les femmes. Ce qui fait que les femmes ont eu beaucoup plus de difficultés à s'intégrer, notamment par rapport à l'apprentissage de la langue, parce qu'elles étaient à la maison et beaucoup de femmes italiennes, comme c'est le cas de beaucoup d'autres immigrés d'ailleurs, parce que nous c'est un angle d'attaque, l'Italie, parce que c'est précis et qu'on aime travailler dans le détail, la précision et qu'on a beaucoup travaillé sur base d'interviews, mais je pense que ça s'applique à d'autres communautés aussi. Elles ont appris la langue à travers les enfants après quand ils sont allés à l'école, etc. Et donc on a un petit peu comblé ce vide, enfin pas ce vide, mais l'autre penchant de cette communauté qui est celle du privé, de ce qui se passe à la maison, et là où se joue beaucoup de transmission intergénérationnelle en fait, parce que
culturellement, dans les années 50, de manière générale, sans vouloir utiliser de stéréotypes, les hommes sont un peu moins loquaces que les femmes, et généralement ce sont les femmes qui parlent des histoires familiales, qui donnent des conseils, qui transmettent au niveau culinaire ce qu'elles ont appris elles-mêmes dans leur pays d'origine. Et donc le fait de cette proximité qu'Emeline a choisie par rapport à la cuisine, je pense que c'est ça aussi, c'est de se souvenir, on a tous des souvenirs, plus ou moins bons d'ailleurs, de choses qui se jouent au niveau familial dans les cuisines. Et par rapport à cette question de communauté, ça peut être très englobant, très doux, mais ça peut aussi être très cruel, parce qu'il y a tout ce commentaire, cette espèce de contrôle de la communauté, parce que quand on est entre soi, on a aussi les mêmes codes, et donc le public joue un peu le rôle, on lui attribue un peu le rôle du censeur aussi, le personnage ose ou pas faire des choses face à ce public qui représente sa communauté, et attention, il ne faut pas que je rate ma recette, attention, il faut que je prononce bien les mots que je dis en italien, c'est aussi toute une forme de contrôle, je pense, de pression en fait. Oui. Et c'est une grande question, donc vous avez choisi que ça se passe dans une cuisine. On parle souvent de l'art de la table, qui est une zone de libre parole, et ici on sous-entend aussi quand même un cadre et un blocage dû à cette culture transmise par la tradition. Est-ce que c'était une volonté de mettre cette contradiction au centre de la table ? Oui, parce que pendant donc un petit peu l'enjeu dramaturgique qu'Emeline m'a proposé dès le départ pour cette forme, c'est l'incapacité du personnage à reproduire une recette familiale. Donc ici, volontairement, on a passé à la trappe la génération des parents, parce que c'est la génération qui a eu cette volonté de s'intégrer et qui est peut-être la plus intégrée. Les grands-parents, ce sont ceux qui ont encore connu leur pays d'origine. Et donc, et puis bon, au niveau du temps, on passe, les grands-parents sont souvent retraités, travaillent moins, donc les petits-enfants passent beaucoup de temps avec leurs grands-parents. Et donc, déjà, il y a un switch, il y a un gap, de génération. Donc forcément, il y a des codes et peut-être une sévérité qui est différente. Et ce qu'on appelle, on a beaucoup lu des extraits de livres qui parlent de psychogénéalogie et de comment on peut se refiler un petit peu des frustrations. Et il y a quelque chose qui s'appelle le syndrome de fidélité, qui nous a beaucoup inspiré pour le personnage. C'est une volonté d'intégrer les souffrances d'une génération, d'une époque qu'on n'a pas connue, et qui crée une certaine nostalgie. Et donc on a envie de faire sienne la douleur des grands-parents. Et donc il y a une rigidité, en effet, extrême par rapport à la réussite d'une recette, par exemple, comme c'est le cas, et on verra que le personnage se met dans des états complètement disproportionnés pour la réussite de cette recette. Donc, en effet, dans notre cas, c'est pas une zone de liberté, je pense, la cuisine, c'est au contraire le terrain où on peut prouver son appartenance, sa fidélité et quelque part son amour, comme s'il fallait souffrir autant que les gens qu'on aime pour montrer qu'on les aime. Et c'est vraiment, je tiens à ajouter que c'est vraiment quelque chose qu'on a observé chez les personnes qu'on a interviewées. Parce qu'on a fait avec Lisa du coup pas mal d'interviews de jeunes femmes, justement de leur rapport à leur nonna, de la question de la transmission, et c'est vraiment quelque chose qu'on a observé, dans cette incapacité à reproduire des recettes, à retrouver ce goût de la grand-mère, de la nonna, de sa cuisine. Et ce qui est impossible, enfin dans les interviews qu'on a faites, c'était absolument toutes les jeunes filles qu'on a interviewées parlent de l'incapacité à retrouver le goût de ce que faisait leur grand-mère. Et c'est ça, Emeline m'a beaucoup guidée sur le sentiment de la nostalgie, c'est le fait qu'on sait qu'on fera jamais, on pourra jamais refaire ce que fait notre grand-mère. Et donc il y a cette recherche, mais cette recherche vaine. On sait que ça va vers un échec, vers quelque chose qui sera moins moindri, qui sera moins riche, mais on essaie quand même parce qu'on veut transmettre et parce qu'il y a quelque chose de plus fort que nous, de plus grand que nous qui est en route, quoi. Donc on sait qu'un jour ou l'autre, qu'on ait des enfants ou pas, on aura envie de transmettre ça, donc on essaie de le faire sien, mais c'est déjà autre chose. Ça a déjà changé, en fait. Et c'est quelque chose qui dépasse l'Italie aussi, donc c'est ça qui faisait la richesse bien sûr, de cette proposition, je sais pas. Oui, parce que lors de certaines de nos représentations qu'on avait fait au Théâtre du Boson, on avait proposé aux spectateurs de venir avec une recette à la fin du spectacle et de discuter ensemble de tiens, est-ce que vous connaissez ce sentiment de essayer à tout prix, voilà. Il y a notamment une dame qui nous a beaucoup fait rire, beaucoup touché, qui parlait de la tarte aux miettes. Elle expliquait que son grand-père, qui était flamand, faisait une tarte qui était une sorte de tarte
avec une sorte de pudding vanille et une sorte de crumble à base de vieux pain, etc. Et qui était une tarte aux miettes. Et elle expliquait que la grand-mère n'avait jamais fait la tarte. Mais le grand-père, oui. Et la grand-mère avait observé le grand-père, et donc toute la famille avait interrogé la grand-mère pour savoir comment le grand-père faisait la tarte aux miettes. Tout le monde avait essayé, personne n'avait jamais réussi à ne serait-ce que s'approcher de cette recette. Et donc ça dépasse les origines. Enfin, c'est vraiment une question de transmission, qu'on ait des origines étrangères ou pas d'ailleurs. C'est plus une transmission d'une époque révolue. On aborde donc cette tradition par le biais des recettes, cette forme de nostalgie, d'époque révolue. Est-ce que ce n'était pas un moyen justement de s'accrocher pour des gens loin de leur pays, de s'accrocher à leur pays, à leurs racines, et que c'est pour cela qu'on accorde une telle importance à des détails comme ces fameuses recettes? Est-ce que ce ne serait pas une manière de ne pas s'oublier ou de ne pas en oublier d'où on vient? Oui, complètement. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a une jeune femme qu'on a interviewée. Cette transmission, elle peut être du coup ça peut être très dur. Et sa grand-mère, qui était d'origine sicilienne, ne cuisinait pas du tout italien. Elle cuisinait très rarement italien, sinon elle faisait du poulet et des pommes de terre à la belge. Mais voilà, du coup, c'était tellement... on peut supposer, on ne connaît pas cette femme, mais que c'était peut-être tellement dur que du coup, elle avait opéré une rupture avec sa cuisine. Oui, on a entendu beaucoup d'histoires de rupture parce qu'il y avait une nécessité... économique, ce sont pas des expats, souvent les grands-parents dont on parle, ce sont des immigrés économiques ou parfois politiques, et donc on était face à des gens qui devaient partir, et donc forcément il y a certaines personnes qui faisaient des ruptures radicales parce qu'elles souffraient trop de ce qui leur manquait, et parce que de toute façon on n'a pas les produits, on n'a pas les ingrédients, on n'a pas... Donc voilà, il y a des personnes qui ont essayé à tout prix, et alors on voit une recherche de des gens qui ont commencé des commerces comme ça. Donc par exemple, moi du côté de Charleroi, il y avait un monsieur comme ça qui était connu, qui avait une petite camionnette et qui une fois par semaine partait de Belgique, traversait toute l'Italie, parfois même allait jusqu'en Sicile, et revenait en Belgique avec les produits, prenait commande chez toutes les Italiennes du quartier et de la ville et tout autour, pour que les gens puissent justement recréer certaines choses. Et en effet, je pense que pour la génération des parents de notre personnage, donc là on parle de la 3e voire 4e génération après l'immigration, c'était moins important parce qu'ils avaient en partie grandi avec ça faisait partie d'eux, mais l'objectif, et ce sur quoi on les avait poussés depuis le départ, c'était l'intégration et faire sienne la culture belge. Les petits-enfants, après, ils ont envie de retourner. Enfin voilà, c'est le grand classique, on a envie de retourner voir. Et parfois, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, parce que donc il y a des personnes qui s'inventent complètement une identité fantasmée sur tout ce qu'ils peuvent prendre partout lié à leurs origines, et donc c'est mafia, mandoline et pizza, quoi. Et ça, c'est une réalité, et on l'a beaucoup entendu aussi, beaucoup de gens qui ne connaissent plus grand-chose de leur pays d'origine. En plus, c'est souvent des gens d'origine assez modeste et une immigration relativement populaire. Donc forcément, déjà, beaucoup de gens n'étaient pas allés à l'école. Donc ce qu'ils ont à transmettre de leur culture aux enfants est déjà pas des plus riches. Enfin, je dis pas que la culture populaire n'est pas riche, au contraire, mais c'est une certaine culture. Et donc, avec le filtre des années, ça s'appauvrit. Et donc, on essaie de reconstituer cette origine-là par rapport à ce qu'on va voir dans les films, dans la musique, dans les livres. Certaines personnes de manière plus intellectuelle, d'autres de manière plus sensorielle, d'autres en voyageant. On a beaucoup de jeunes femmes qui ont à un moment donné décidé d'aller toutes seules à la rencontre de leurs origines. Parfois, certaines dont la famille avait oublié l'existence. Plus personne ne savait ce qu'était devenu cette branche en Belgique. C'est un sujet qu'on ressent et qui est fortement abordé, c'est cette fameuse culture fantasmée, cette italianité fantasmée, ce moyen de revenir aux sources. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi un désir de sensibiliser par rapport à ces clichés, ces préjugés, et en fait de remettre un petit peu l'église au milieu du village au final ? Dans notre spectacle, on n'a pas forcément envie de donner un point de vue moralisateur ou quoi que ce soit, ou de dire l'identité, on doit la percevoir comme ça, mais juste peut-être de soulever des questions sur est-ce qu'on peut se définir autrement. Enfin, oui, voilà, ça serait plus soulever des questions ensemble et voir là où c'est justement un petit peu, comment on dit, comme si on frottait avec une éponge un peu dure, sur de la peau. Enfin, je sais pas. Un peu touchy. Un peu, c'est quand même un sentiment. En fait, il y avait vraiment l'envie pour Lisa et moi de parler
de cette question-là, pas d'une manière lourde, pas d'une manière... C'est souvent l'identité, c'est quelque chose qu'on prend beaucoup avec émotion, et on avait envie, avec ce personnage-là, de vraiment voir le ludique, quoi. Énormément. On est et parti vraiment, de ça. voilà, vraiment d'aller dans ce sens et de se dire, bon, finalement, est-ce qu'on n'est pas... Enfin, bien sûr que nous, notre point de vue, c'est est-ce qu'on se sent pas un peu prisonnier de... Voilà, de ce qu'on pense être notre identité, est-ce qu'on peut pas choisir un peu plus, mais en même temps, voilà, c'est pas pour ça qu'on a envie de donner ce point de vue-là. Je veux dire, chacune est libre de très vaste. voir les questions qu'il a à voir. Moi, j'ai grandi dans la région de Charleroi avec autant de Belges d'origine italienne que de Belges d'origine belge ou autre. Vraiment très très grande présence de la communauté italienne. Donc il y avait certaines personnes que je connaissais. Et puis on en a parlé autour de nous, on a fait quelques appels. Je crois que pour cette phase, on n'a même pas fait d'appel sur les réseaux sociaux parce que ça c'était les amis d'amis, c'était voilà. vraiment... Et puis finalement, on se retrouvait parfois avec des personnes qu'on connaissait ni d'Ève ni d'Adam parce que une telle avait parlé à une autre et voilà. Et donc c'était du bouche à oreille. Oui, et de nouveau, nous on n'était par exemple pas fermés à entendre aussi des points de vue d'hommes qui pouvaient tout à fait aussi parler des figures féminines qui les entouraient, mais les femmes avaient quand même souvent ce besoin cette envie aussi de parler de leur grand-mère. C'était souvent à travers la figure de la grand-mère. On a aussi interviewé beaucoup de femmes et leur grand-mère en même temps. Ça, c'était très beau. Des générations, des générations ensemble, quoi, une grand-mère et sa petite-fille, une grand-mère, sa fille et sa petite-fille. Ouais. Ça, c'était très très beau. Et c'était souvent des personnes qui manifestaient leur envie, parce que certaines personnes qu'on a revues plusieurs fois, on a réalisé un petit documentaire qui accompagne, donc avec ma sœur, qui donc est évidemment originaire de la... Elle a les mêmes origines que moi, elle a la même vie que moi. Et donc on a fait des enregistrements sonores à la suite des premières interviews. Et ensuite on les a aussi filmés dans des actions qui leur rappelaient leur grand-mère, ce que leur grand-mère leur avait transmis. Donc il y en a une qui plante du basilic, il y en a une qui cuisine, il y en a une qui tricote et il y en a une qui se fait tatouer un symbole de sa grand-mère. Et toutes sont dans ces 4 personnes qu'on a choisies parce qu'on ne pouvait pas toutes les mettre en scène, ont toujours répondu présentes au rendez-vous alors qu'on les a vues des grandes journées, quoi. Enfin, ça représentait une certaine charge de travail, de déplacement. Beaucoup venaient de Wallonie, ils sont venus à Bruxelles. Enfin, il y avait une vraie envie, un vrai besoin aussi. C'est pour ça qu'on a aussi réalisé le documentaire parce qu'on voulait qu'il y ait une place pour ces femmes-là. Et d'ailleurs, au final, dans le spectacle, il y a beaucoup de phrases qui sont dites telles quelles de nos interviews, des phrases qu'elles nous ont dites. Donc il y a vraiment... Voilà, on a essayé de respecter aussi... Enfin, c'est le personnage de Mélanie, donc joue Lisa, Mélanie Violetta Coutillo, c'est le nom du personnage, est vraiment faite de cette mosaïque des femmes qu'on a rencontrées. Donc il y a vraiment ce rapport aussi à ces femmes qu'on a rencontrées et de rapport direct à ça, quoi. Et pour appuyer d'ailleurs votre analyse, vous avez interviewé beaucoup de femmes pour avoir leur point de vue, vous renseigner et avoir de la diversité un maximum, en tout cas dans l'information récoltée. Comment vous les avez en fait toutes trouvées ? Quelle a été la démarche pour les écouter et pour pouvoir les entendre ? Une de nos grandes inspirations, c'est un livre qui s'appelle Contre les racines de Maurizio Bettini, qui est un sociologue italien, et qui justement propose de déconstruire la métaphore des origines comme quelque chose de vertical qui serait racines, tronc, feuilles, et où il y aurait une hiérarchie de la culture et de la généalogie, et lui propose la métaphore du fleuve à la place, donc d'une personne qui suit son propre cours et qui est enrichie par tous les autres cours d'eau qui se jettent dedans, avec une culture fluide qui se crée par les apports d'une vie complète. Et nous, c'est un petit peu quelque part, si on devait défendre quelque chose dans le spectacle, ce serait ça. Et je pense que c'est très pertinent pour l'Italie, parce que moi, ce que j'ai personnellement découvert, ça c'est très personnel, c'est que l'Italie n'existe qu'à l'étranger. L'Italie n'existe pas en Italie, dans le sens où c'est un pays qui a été unifié par la force, sans volonté particulière de s'unifier. Et donc, il y a des identités régionales en Italie. Les gens se disent d'abord d'une ville, d'une région, d'une zone de l'Italie, avant de se dire italien. Mais quand on se retrouve face à une culture encore plus éloignée que soi, tout à coup, un Milanais et un Sicilien peuvent se trouver des choses en commun. Et la magie de l'immigration, c'est un petit peu ça aussi, avec toutes ces difficultés. C'est que, voilà, moi, ma grand-mère, qui est du nord de l'Italie, cuisine des spécialités qui vont de Milan à Palerme, avec
une performance, voilà, c'est un génie de la cuisine. Et voilà, une de ses amies est sicilienne, une de ses amies est napolitaine, l'autre est sarde, et donc elles s'échangent des recettes, et c'est un symbole d'un mix, mais c'est aussi quelque chose qu'on a découvert, c'est que le sentiment national, il se crée surtout à travers la vision de l'étranger ou à travers cette immigration-là. Et ça, c'était assez riche à découvrir aussi. Maintenant, il y avait aussi des petits clans en fonction des régions, parce que beaucoup de villages sont arrivés, des villages entiers sont arrivés en Belgique. Et donc, on recréait le village en Belgique avec les cousins, la cousine, l'oncle qui avait entendu parler qu'il y avait de la place dans tel charbonnage, etc. Mais donc, oui, je crois qu'on peut vraiment, vraiment parler, en effet, de mosaïque et de constante... de ces constantes évolutions. Enfin, c'est en constant changement, la culture, c'est pas fixe. Et heureusement, hein. Il y a des choses qu'on veut surtout pas garder aussi. Il y a des choses qui sont des pressions dont on veut se défaire, notamment dans les rapports hommes-femmes. C'est quelque chose dont on parle beaucoup dans le spectacle, parce qu'on a entendu beaucoup, beaucoup de rapports très violents, et sans entrer en effet de nouveau dans le cliché « Ah, les Italiens sont machos ». Pas forcément. C'est aussi que le problème, c'est qu'ils arrivent avec une culture, les immigrés, d'une certaine époque, et parfois on confond la culture avec les modes de vie un peu ancestraux, un peu poussiéreux, qu'on n'aime pas, et donc il y a des hommes de mon âge qui reproduisent ce que faisait leur grand-père. Alors leur grand-père avait l'excuse de travailler dans des mines, dans des circonstances horribles, avec une pression culturelle. Eux n'ont plus l'excuse de traiter les femmes comme ça, par exemple. Mais ça se fait, ça se reproduit. Oui. Et ça, c'est encore présent aujourd'hui. J'entends encore actuellement des gens qui ont grandi avec moi, qui étaient à l'école avec moi, avoir des propos que mon grand-père n'oserait plus tenir. Donc voilà, ça par exemple, c'est aussi quelque chose d'important et qui est moins poétique, moins joli, mais qu'on traite aussi. On en parlait justement, vous performez en Belgique, un pays qui est aussi, qui a un petit peu été obligé de cohabiter ensemble de par son mélange et son histoire. Est-ce que vous ressentez peut-être une perception plus accueillante de par l'histoire du pays lui-même, du fait que vous performiez ici ? Dans nos interviews, parce que donc, pendant la première phase de notre diptyque, donc pour le volet qui parlait plus justement du nono, de l'immigration, je vais dire un peu plus officiel, public, beaucoup de gens parlaient de l'accueil relativement chaleureux des Belges. Je pense que ça n'a pas été facile, il y a eu des insultes, il y a eu ces fameux écriteaux interdits aux chiens et aux Italiens qui sont très connus mais qui ont existé. Il y a eu la classe, moi mon grand-père a connu les Italiens sur certains bancs de la classe, les Belges d'un autre côté. Il y a eu comme ils ne parlent pas bien français, on les envoie directement dans des options pratiques parce que en fait ils ne pouvaient pas répondre aux mêmes attentes. Ils étaient en retard à l'école puisqu'ils devaient d'abord apprendre une langue. Mais par contre, on a aussi interviewé des immigrés italiens qui sont partis notamment vers la Suisse. Et je pense que ça a été beaucoup plus compliqué dans d'autres... Vers la France aussi. Vers la France aussi. Je pense que ça a été un peu plus compliqué. Et nous, ce qu'on cite souvent par rapport à la Belgique, enfin moi j'en parle par rapport à Charleroi ou par rapport à Liège, il y a tout un patois qui s'est développé autour de la langue italienne, qui s'est mélangé au wallon. Et des mots italiens qui font partie maintenant. On parlait par exemple à Liège, on dit faire un giro pour aller faire un tour, ça vient de fare un giro. Il y a des scarpe pour parler des scarpe, les chaussures. Et il y a plein de mots comme ça qui viennent, et notamment par exemple Ciccio, le titre de notre premier spectacle. En Italie, on l'utilise pour dire quelqu'un qui est un petit peu grassouillet. Ça peut aussi dire et mon gars et Ciccio, ou alors comme diminutif de certains prénoms, de Francesco par exemple. Mais chez nous, c'est devenu le stéréotype de l'italien, justement. Donc, fais pas ton ciccio, fais pas le macho, fais pas le malin. Enfin, tous les stéréotypes qu'on plaque sur les Italiens, ils sont dans cette image de ciccio. Et nous, c'est de ça qu'on s'amuse, en fait. On déconstruit ça et on va, voilà, pourquoi ? Alors oui, il y a du vrai, hein, comme on en parlait tout à l'heure, rapport homme-femme, le machisme, il est là, il existe. Et ça sert à rien de faire semblant qu'il n'existe pas. Mais bon, enfin... C'est plus fin que ça, quoi. Donc je pense que la Belgique, malgré certaines grosses difficultés et un racisme qu'on peut pas nier, a quand même été une terre d'accueil relativement chaleureuse
en bonne partie, je pense. Et donc forcément, parfois, dans les spectateurs, il y a des Italiens. Oui. Comment est perçue justement cette exposition de la situation pour eux qui en fait sont directement concernés par cette italianité fantasmée et qui soit essayent de s'en défaire ou la transmettent de volonté ou par défaut? Alors ça, ce qui est assez génial, c'est qu'on a travaillé au Bois du Casier, donc du coup qui est un charbonnage à Marcinelle, donc du côté de Charleroi, et donc voilà, qui concerne vraiment la communauté italienne. Et notre première, c'était assez magique, c'était du coup dans la salle des machines au Bois du Casier. Et voilà, on attendait aussi avec Lisa, avec beaucoup d'appréhension, cette rencontre avec le public, mais il se trouve qu'il y avait des nonas qui étaient là. Et c'était génial parce qu'elles étaient vraiment dans un lien de filiation avec notre personnage. Donc tous les conseils sur la sauce tomate, on les a eus, quoi. Donc ça, c'était vraiment elles ont réagi très, très au beau. quart de tour. Donc là, c'est vraiment donc des Italiennes qui sont nées en Italie, qui ont immigré en Belgique et qui ont maintenant, pour la plupart, avaient une bonne 70 d'années. Et donc, quand je parle de la sauce tomate et que je dis que j'y arrive pas, elles me parlaient directement ma cara mia, manca qualcosa nella tua salsa. Et donc, c'était vraiment, c'était génial. À un moment donné, on avait du mal à les freiner, quoi. Il y en a une que j'ai appelée Zia, elle m'appelle, elle me dit maintenant, sono la tua zia. Vraiment. Et donc maintenant, c'est ma tante Maria de Marcinelle, une femme que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam avant, qui est devenue comme ça ma Zia. Et puis enfin voilà, c'est développé. Là, pour le coup, le lien s'est développé au premier degré. J'ai encore, donc c'est en septembre, j'ai encore des nouvelles maintenant de mes Zia imaginaires qui prennent des nouvelles de moi, quoi. Donc c'est vraiment là, c'est au premier degré. Mais pour ce qui concerne les Italiens qui ont vécu, enfin qui n'ont pas immigré et qui sont venus aussi voir le spectacle, on a des réactions assez plurielles, enfin différentes, quoi. Donc il y a des personnes qui se reconnaissent dans les stéréotypes et donc qui rient ils rient jaune parce qu'ils se disent oui, en effet, je suis rigide sur ma sauce tomate et moi non plus, je ne supporte pas les Belges qui savent pas cuire les pâtes al dente, qui mettent la sauce au-dessus, qui mettent du gruyère. Enfin, il y a ce rapport à la cuisine viscérale où on ne supporte pas et on se sent dénigré dans sa culture quand on fait d'un plat comme ça magnifique une bouillie dégueulasse. Et il y en a certains qui apprécient pas, qui ne se reconnaissent pas parce que eux, évidemment, le cours de leur histoire a été complètement différent. Et c'est deux réalités complètement différentes. En effet, ces mentalités un petit peu poussiéreuses, un petit peu bloquées, ont peut-être moins lieu. Je dis bien peut-être parce que je connais pas suffisamment, même si je voyage souvent en Italie, je me permettrais pas d'émettre un jugement ou un bilan sur l'Italie actuelle. Mais donc je pense qu'il y a aussi des personnes qui découvrent justement ce qu'a pu être une part de leurs migrants. Parce qu'il y a toute une partie d'Italie qui ne connaît pas du tout. Et ça, c'est une grande douleur. On a beaucoup entendu des immigrés italiens de première génération disaient, mais en Italie, ils ne savent même pas comment ça s'est passé ici. Ils ont oublié. Parce que, par exemple, au Bois du Casier, chaque année, il y a une commémoration pour les personnes qui sont mortes dans ce qu'on appelle la catastrophe du Bois du Casier, qui était donc un incendie assez... Qui a tué pas mal de gens. Et donc, les Italiens de Belgique ont pris ça un peu comme symbole. Mais les Italiens d'Italie, c'est quelque chose qui arrive loin, à une époque lointaine. Ça ne se transmet pas forcément. Et donc, je pense que c'est aussi assez beau de leur livrer une partie de l'histoire qui essaie de détacher. Comme, je sais pas, moi, j'imagine vraiment le continent avec le petit îlot d'Italiens qui s'en va. Et là, on leur donne une petite... je sais pas, c'est de la grande histoire, je sais pas comment expliquer ça, mais on leur livre quelque chose où ils ont pas accès, quoi. Ils ont pas accès. Et puis moi en fait, j'ai grandi en France. Du coup, j'ai moi-même cette vision, sur la Belgique. Je veux dire, j'ai un regard déjà sur la Wallonie, et donc je trouve magnifique vraiment cette hybridation belgo-italienne qui s'est passée en Italie. Et je pense que ça a vraiment beaucoup de sens que d'autres, qu'on puisse la rencontrer ailleurs, qu'elle puisse s'exporter en Italie, en France, qu'on puisse se rendre compte que c'est vraiment très particulier à cette région-là, cette rencontre entre l'Italie et la Belgique, vraiment, et c'est très particulier. C'est de la belgo-italianité, comme il y a les italo-américains, c'est des, entre guillemets, sans jugement de valeur, des sous-cultures qui ont leur propre code. Ça n'a plus rien à voir avec l'Italie et par exemple... Dis-nous avec les aliments, par exemple. Oui, c'est ça que j'allais dire, super. Mais les aliments, par exemple, il y a plein de gens à Charleroi qui vont dire de la mozzarella.
pour parler de la mozzarella, qui vont dire de la ricotte pour parler de la ricotta, qui vont parler comme ça dans une sorte d'italien amputé d'une partie des mots qui mélangent, ou alors des choses, par exemple, en français, on dit prendre une douche, en italien, on dit fare la doccia. Et moi, par exemple, ma grand-mère a toujours dit, a toujours fait souvent, justement, faire une douche en français, alors qu'elle parle très très bien français, mais elle a retenu cette expression dans ce sens-là. Mon grand-père, qui parle parfaitement français, qui écrit sans faute d'orthographe, n'a jamais su prononcer des R francophones. Il parle avec un R roulé alors qu'il est arrivé à 3 ans en Belgique, quoi. Donc il y a ce métissage, quoi, qui a une valeur propre et qui, je pense, doit être étudié en tant que tel. Enfin, quand je dis étudier, on doit se pencher sur cette chose comme quelque chose qui n'est pas forcément lié justement à cette italianité de l'Italie. Qui existe en soi vraiment, quoi. Oui, c'est une petite communauté qui a construit ses propres... comme beaucoup de communautés, je pense, dans d'autres pays du monde, quoi. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'étais à Rome et on parle de la cuisine juive romaine. Enfin, c'est hyper riche, c'est des sous-cultures qui se mélangent à d'autres. Enfin, ça crée des mélanges détonnants, quoi. Il y a un désir ici de ne pas répondre aux questions. Donc le désir, c'est de casser plutôt les préjugés, de laisser l'espace à la réponse ouvert après les avoir cassés. Est-ce que ce n'est pas un petit peu, en sachant que l'échange est plutôt positif et avec de l'humour, via cet échange, une envie de démystifier toute cette douleur dont ils ont hérité pour qu'en fait ils puissent écrire ce chapitre de leur culture? Tout à fait, ouais. Oui, c'est très juste. Oui, c'est juste, c'est complètement ça. Je crois qu'il n'y a rien à ajouter. On a juste envie de créer du dialogue. On peut respecter et aimer le passé, ses origines, tout en traçant sa propre route. Et est-ce qu'alors, vous pensez que c'était plutôt les femmes qui étaient vecteurs de cette culture, de cette transmission? Ça, je ne saurais pas dire. Je dirais d'une manière plus pratique. Oui. C'est-à-dire que les hommes vont peut-être plus publiquement dire « je suis italien ». C'est ça, moi j'ai l'image publique en fait. Voilà, ils vont plus parler de leur équipe de foot. Les supporters de foot, d'équipes de foot italiennes en Belgique sont complètement fous. Ils sont à un autre niveau que les supporters italiens parce que c'est la représentation officielle de leurs origines. Mais les femmes, ça va être plus dans les recettes. Oui, bien sûr. Ben oui, ça va être, dans tout ce qui est, rien que la transmission, mais les histoires aussi, souvent, qui sont racontées dans la parole. Et c'est pour ça que vous donnez la voix à la nonna, pour un peu avoir ce deuxième versant et compléter l'histoire? Du coup, les histoires, oui, se racontent bien sûr plus, j'ai l'impression, par... Et puis, une des scènes super belles qu'Emeline a créées quand on était au Bois du Casier, parce qu'en fait, on a visité le musée, et on a écouté plein de témoignages, et déjà on est sorti de cette visite en pleurs. C'était très touchant, et Emeline m'a demandé de travailler sur l'attente des femmes, parce que dans les grands-mères qu'on a interviewées, plus ceux qu'on a entendus au Bois du Casier, on entendait souvent des femmes, comme elles ne pouvaient pas travailler, comme on disait tout à l'heure, qui passaient leur journée dans l'anxiété de savoir si leur mari allait rentrer ou pas, s'ils allaient rentrer entiers, sans blessure, vivants. Et donc il y avait cette espèce d'attente, cette espèce de temps dilaté que pendant tout un temps les hommes n'avaient pas parce qu'ils se levaient, ils travaillaient, ils rentraient, ils mangeaient, ils dormaient. Et donc je pense que les femmes, elles passaient beaucoup de temps avec les enfants parce que on parle d'une société un peu plus traditionnelle. Et je pense que cette chose-là de la transmission, elle est restée au fur et à mesure du temps, alors que les hommes maintenant aussi, moi par exemple d'un point de vue complètement personnel, je me retrouve très fort dans la transmission que j'ai eue avec ma grand-mère de la cuisine, mais mon grand-père m'a transmis aussi énormément de choses parce c'est un grand-père retraité. Mais moi, du coup, de l'extérieur, je crois que j'ai cette image des hommes. En fait, j'ai l'impression souvent quelque chose de très dur, de très fier et on n'exprime pas forcément. Mais en fait, il y a tellement de choses qui se dégagent de ça que pour moi, j'ai l'impression que c'est énorme en fait. Du coup, je pense que c'est pour ça... de l'extérieur, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une vraie fierté. Il y a vraiment quelque chose d'assis qui est là et qui prend beaucoup de place, alors qu'il y a beaucoup de silence. Et on parlait donc du spectacle. Est-ce qu'il y a un moyen de vous suivre et de connaître vos prochaines dates de représentation? Alors, on a 2 grands axes dans notre spectacle. C'est qu'on le joue d'une part dans les cuisines privées,
parce qu'en fait, la naissance de ce spectacle a eu lieu pendant le confinement, où avec Emmeline, on s'est dit, mais enfin, on n'a pas la possibilité, enfin, bon, comme tous les artistes, donc qu'est-ce qu'on fait, voilà, maintenant qu'on est bloqué à la maison, comment on fait notre métier. Et c'était le moment où on avait le droit de recevoir jusqu'à 8 personnes à la maison. Et donc on s'est dit, mais si on peut manger à 8, pourquoi on ne pourrait pas faire spectacle à 8 ? Et donc on a commencé d'abord à jouer ce spectacle dans les cuisines des gens. Ce qui a été une expérience géniale pour nous, je pense pour le public aussi, mais bon, je ne vais pas me prononcer à leur place. Et donc on a développé ce concept-là, et sur demande, à partir de 10 adultes, on se déplace, on va chez les gens, on leur demande pendant 2 heures d'aller boire un apéro, passer du bon temps. 2 heures après, ils reviennent chez eux, arrivent. On a pris possession de la cuisine et ils viennent assister au spectacle comme s'ils entraient chez Mélanie, chez mon personnage. Et donc ça, c'est sur demande, donc c'est en permanence. Et ça, c'est assez simple à mettre en place finalement, parce qu'on peut jouer tant dans des cuisines que dans des salons, que en extérieur. On n'a pas besoin de lumière théâtrale, on a besoin juste de l'espace pour accueillir le public, d'une prise électrique et d'un peu de lumière, mais voilà, on fait avec ce qu'il y a, quoi. C'est vraiment ça l'intérêt, c'est que ce soit la surprise dans chaque espace. Voilà. Et donc pour le reste de la programmation, on est encore en train de construire tout ça, mais on jouera notamment en novembre, oui je dis bien, le 25 novembre et peut-être le 26 à la Templerie des Hiboux à Templou, qui est un petit théâtre super mignon et super chaleureux et familial. Et sinon, on a une page Facebook qui s'appelle Chicho Spectacle, parce qu'elle reprend les 2 volets de ce spectacle, Chicho et dans la cuisine, où on communique sur les événements liés dans la cuisine. Et sinon, notre collectif pour le moment s'appelle La Nébuleuse, et donc on a une adresse mail lanébuleuse@gmail.com, où on peut nous écrire pour toute information concernant ces 2 versions du spectacle, qu'on joue donc aussi une version dans les théâtres avec lumière et technique un petit peu plus théâtrale, quoi. Mais on peut quand même dire que bientôt, on aura un nouveau nom. Donc Oui. bientôt, la nébuleuse sera... Voilà. Comment dire ? La nébuleuse sera dépassée. Voilà, nous allons faire comme et nous nous appellerons La Lisière. Voilà, parce que sur base de ces 2 spectacles, en fait, on est devenus un duo de femmes créatives. Et donc, on a décidé de créer notre propre collectif. On faisait partie d'une plus grande équipe avant, et grâce à ça, on a eu envie de se recentrer. Notre identité voilà. autour de La Lisière. Et si, pour donner l'eau à la bouche des auditeurs, vous deviez faire une petite phrase qui les attirerait au spectacle, laquelle serait-elle ? Bonne question. Alors, je dirais que de ne pas avoir peur. On ne fait pas monter le public sur scène pour leur demander de chanter a cappella des chansons italiennes alors qu'ils ne le parlent pas. On ne les fait pas danser. Rien d'inconfortable ou de malaisant. La participation est complètement ouverte. Il y a un verre de vin qui est offert au début, il y a des olives, il y a un repas à la fin. Je pense que c'est plutôt attrayant. Et je pense qu'on peut parler de... Je pense qu'on les retourne bien comme des crêpes. Ils passent un peu par toutes les émotions, et c'est toujours assez jouissif pour moi de voir certains spectateurs ça ne prend pas du tout au début, où ils se disent mais mon Dieu, quand est-ce qu'elle va arrêter de parler, parce que comme maintenant mon personnage a un petit problème de logorée, et on voit le public au début qui se dit mais je vais pas survivre, quoi, c'est pas possible, et puis après on passe par un tas d'émotions différentes, et c'est toujours assez fort de voir tout à coup le public et un spectateur ou une spectatrice qui a été happé et qui est ému par un moment. Est-ce qu'on pourrait vous demander de nous partager une petite immersion dans le spectacle ? Moi j'ai une petite suggestion, Lisa, ça serait que tu nous fasses la nonna qui attend. Je fais mes pâtes avec la machine à pâtes de ma nonna. J'ai toujours connu cette petite machine qui était toujours au bout de la table, à une certaine position bien précise. Ma nonna s'asseyait là parce que de là où elle s'asseyait au bout de la table, elle pouvait voir l'horloge qui se trouvait à l'autre bout de la pièce, au-dessus de la porte. Moi, cette horloge-là, je l'ai toujours connue retournée. J'ai jamais vu les aiguilles, mais à l'époque, elle était dans le bon sens. Et quand mon nono passait la porte de cette manière, elle pouvait savoir exactement de combien de minutes il était en retard. Et il était beaucoup en retard. Elle a beaucoup attendu, ma grand-mère. Je crois qu'on peut dire que ma grand-mère a passé sa vie à attendre son mari. D'abord, elle l'a attendu en Italie, parce qu'à peine marié, il a vu ces fameuses affiches roses pour chercher de la main-d'œuvre
italienne en Belgique, des bras contre du charbon, on a appelé ça. Donc du charbon à prix réduit qu'on envoyait en Italie contre des travailleurs italiens qui n'avaient pas de quoi manger là-bas. Et donc beaucoup d'hommes ont décidé de partir. Mais ils partaient seuls, ils travaillaient dans leur mine, et puis à partir du moment où ils avaient prouvé leur bonne foi, où ils avaient travaillé assez longtemps, ils pouvaient louer un logement digne de ce nom et faire revenir leurs femmes et leurs enfants. Et ma grand-mère a attendu 2 ans avant de rejoindre son mari. Quand elle l'a rejoint, elle a décidé de lui faire une surprise. Donc elle devait arriver à Marchienne-au-Pont en soirée. C'est ce qu'elle avait dit à mon grand-père. En fait, elle arrivait l'après-midi et elle lui a fait la surprise d'aller le rejoindre au charbonnage. Et quand elle est arrivée sur place, elle s'est jetée dans les bras du mauvais homme. Parce qu'en fait, ils étaient tous tout noirs de charbon et elle l'a pas reconnu. Donc elle s'est jetée dans les bras de Luigi, un ami de Nono, ce qui a mis un peu de tension parce que Luigi s'est fait des idées et par la suite, il a essayé. Enfin bref. Elle n'a pas reconnu son mari tout de suite. Il était amaigri aussi par le travail de la mine et il avait des petits éclats de charbon sous la peau parce que le charbon, quand ça entre dans une blessure, ça reste. C'est le même principe que le tatouage. La peau se referme et on garde des petits points noirs et mon nono avait ça sur tout le corps. Et ensuite, mon nono a pris 1 journée de congé. C'est le plus qu'il pouvait obtenir. Donc il a montré à ma grand-mère la maison qu'il lui avait louée. Maison, c'est un grand mot, c'était de la terre battue au sol, il y avait une table, 2 chaises, un lit et les toilettes au bout du jardin, pas d'eau chaude. De là, il lui a montré où se trouvait l'hôpital, l'école, la pharmacie, l'épicerie, l'église, les indispensables, et puis il est retourné travailler le lendemain matin. Et elle, du jour au lendemain, elle s'est retrouvée toute seule chez elle, avec comme compagnie un enfant de 2 ans qui n'était pas particulièrement loquace, sans parler la langue et sans pouvoir travailler. Alors elle aurait bien voulu travailler, elle a essayé. Elle a même écrit au directeur de la mine pour lui demander d'engager des femmes, disant qu'avec sa silhouette fluette, elle pourrait plus facilement rentrer dans les veines où les hommes n'arrivaient pas à passer. C'est un scandale. Je pense que mon grand-père l'a encore plus mal pris que le directeur de la mine. Et il lui a été interdit de travailler. Donc son activité principale, c'était attendre. Quand mon nono rentrait, elle nettoyait ses vêtements. Le temps qu'elle ait terminé de nettoyer, elle se mettait à cuisiner pour le soir et ses journées passaient comme ça, les unes après les autres. Et mon grand-père racontait beaucoup ce qui se passait à la mine à sa femme. Il lui avait dit, tu sais, si un jour il arrive quelque chose là-bas en bas, on ne pourra jamais s'échapper, on crève tous comme des rats. Et ma grand-mère avait développé une sorte de phobie par rapport à la mine. Donc elle faisait des cauchemars la nuit, elle se voyait dans la mine, elle voyait du noir. Mon grand-père toussait beaucoup et donc la nuit elle se réveillait et elle le secouait pour être sûre qu'il était toujours vivant, ce qui ne l'aidait pas à avoir un sommeil réparateur. Et donc elle préférait attendre et s'occuper tant qu'elle n'était pas sûre que son mari revenait vivant. Et un jour, à l'heure à laquelle mon grand-père normalement devait être rentré, il n'était pas là. Et il était en train de préparer des pâtes, des tagliatelles. Elle avait un beau bâton de pâtes et mon grand-père n'était toujours pas rentré. Donc elle s'est dit, il n'est pas là, je ferai bien une petite pâte pour faire les lasagnes. Le temps qu'ils reviennent, je me serais déjà un petit peu avancée pour mon repas de demain. Elle a fait ses petites pâtes à lasagne et il n'était toujours pas rentré. Donc elle s'est dit, j'ai ma pâte à lasagne, je vais faire une petite bolognaise, tranquillement, une petite béchamel. Je vais dresser ma lasagne, mon repas de demain sera prêt. Elle a fait sa bolognaise, qu'elle a fait mijoter, elle a fait sa béchamel, elle a dressé sa lasagne, elle a recouvert, elle a mis au four et mon grand-père n'était toujours pas rentré. Elle s'est dit, j'ai de la pâte, il n'est toujours pas là, je ferai bien des cannelloni à la ricotta et aux épinards avec une sauce tomate gratinée au four. Ça, Antonio adore, ça va lui faire plaisir. Elle a cuit ses épinards, elle a fait sa farce à la ricotta, elle a fait mijoter sa sauce tomate, elle a tout recouvert et elle a mis au four. Et mon nono n'était toujours pas rentré. Donc elle s'est dit, ce que Antonio aime aussi, et surtout le petit, c'est les petites pâtes qu'on met dans le bouillon, les petits capellini. Je ferais bien ça, donc ça va vite avec la machine. J'ai un peu de pâte, elle a fait ses petits capellini, puis elle s'est dit, je vais quand même pas faire les capellini et pas faire le bouillon. Elle a lancé son petit bouillon de poule tranquillement, elle avait ce qu'il lui fallait à la maison. Et mon nono n'était toujours pas rentré. Elle s'est dit, ma copine, là, celle qui vient de Ligurie, elle fait les trofie. Les trofie, c'est les petites pâtes tordues comme ça qu'on mange avec du pesto. J'ai plein de basilic dans le jardin,
vais aller cueillir le basilic, je vais faire un petit pesto. Elle a fait son pesto avec son parmesan, ses petits pignons de pain, ses trofie. Et à la fin des trofie, il était toujours pas rentré. Donc elle s'est dit, proche des trofie, il y a les strozzapreti qui se font avec une sauce au radicchio et au speck, c'est un délice. Elle avait justement du radicchio, parce que bon, le radicchio ça coûte rien, ça pousse facilement même dans les terres sèches de Belgique. Donc elle a fait ces petits strozzapreti. Et mon nono n'était toujours pas rentré. Et là elle a commencé à s'inquiéter. Bon, si il était arrivé quelque chose dans la mine, elle devrait être au courant. Elle s'est dit, s'il n'était pas remonté, elle le saurait, parce qu'ils descendent avec une lampe, et si la lampe ne remonte pas, on sait que le mineur n'est pas remonté non plus. Avec les femmes du quartier, s'il n'était pas rentré, je le saurais. Donc ça veut dire qu'il est remonté. Ou alors c'est peut-être cet ascenseur tombe tout le temps en panne, ou alors c'est Luigi, c'est encore Luigi qui s'est toujours pas décidé à acheter un moyen de transport et qui systématiquement demande à Antonio de le reconduire avec la Vespa. À chaque fois ils sont en retard, à mon avis c'est ça. C'est pas possible qu'il soit arrivé quelque chose de plus grave. C'est pas possible qu'il ait perdu un doigt, par exemple. Non mais je dis ça parce qu'un doigt, ça arrive souvent dans les mines, hein, c'est courant comme accident. Bon, un doigt, on peut vivre avec un doigt, on peut travailler avec un doigt, enfin on peut continuer une vie normale avec un doigt. Ça fait mal, mais on survit. Le mari de ma copine Patricia, il a un chariot de charbon qui est passé sur ses jambes, il a perdu ses 2 jambes. J'espère que c'est pas plus qu'un doigt. Ça peut pas être une main. Madonna, s'il te plaît. Pas une main. Un homme avec une seule main, qu'est-ce qu'il fait? Il trouvera jamais de travail. Est-ce qu'il y a une pension? Est-ce que je vais recevoir de l'argent s'il est handicapé? Je vais devoir travailler? Moi, je veux bien travailler, mais je parle pas un mot de la langue. Et le petit, c'est pas Antonio qui va s'en occuper. Ça veut dire que je vais devoir le mettre à la crèche parce qu'il est trop petit pour aller à l'école. Mais la crèche, ça coûte cher. Donc il faut que j'apprenne le français jusqu'à ce que le petit soit assez grand pour aller à l'école, et de là je pourrais commencer à travailler, mais j'ai pas assez d'économies pour survivre jusque-là, moi. C'est pas possible qu'il soit mort. Ça, c'est pas possible qu'il soit... Qu'est-ce que je fais s'il est mort? Je connais personne ici, moi, Il m'a toujours dit, en plus, si je meurs ici, je veux pas commentaire avec les pieds dans l'eau. J'ai aucune idée de comment on fait pour rapatrier encore en Italie. Je sais pas si c'est moi qui dois prévenir. Est-ce que c'est moi qui dois prévenir sa mère? J'appelle sa mère. Ah, allô, votre fils n'est pas remonté de la mine. Et son frère, à qui il parle plus, je dois lui dire, moi. Ou je dois continuer à l'ignorer pour garder ce qu'il avait demandé. Et puis, qu'est-ce qu'on fait à manger à un enterrement ici? Je vais quand même pas faire comme les Belges et servir des petits pains mous avec du beurre et du jambon. Puis j'ai pas d'argent pour lui faire une belle gerbe de fleurs. Il aura quoi? Du gypsophile? Je vais pas enterrer mon mari dans une boîte en carton. Moi, je voudrais qu'il ait un beau cercueil en bois foncé avec du velours à l'intérieur. Et j'ai pas d'argent pour ça. Et qu'est-ce que je vais noter sur la couronne mortuaire? Si je mets à mon mari, à mon époux, c'est plat, ça veut rien dire, tout le monde écrit ça. Si je mets à mon amour, on va juger que c'est trop chaleureux, trop indécent. Au père de mon fils, peut-être. Et le petit, je lui dis quoi? Papa est parti, papa va revenir, papa ne reviendra pas, papa est mort. Il sait pas ce que ça veut dire être mort. Et à un moment donné, elle a plus de farine. Donc elle a décidé d'aller voir sa voisine, Olga, pour voir si elle pouvait lui en prêter un petit peu. Elle est sortie de chez elle est arrivée chez Olga lui a prêté de la farine, elle est sortie de chez elle, et en sortant, au bout de la rue, elle a aperçu mon grand-père qui rentrait. Donc d'abord, elle a été soulagée de voir qu'il était vivant, et puis elle a vu qu'il marchait pas bien, il marchait de travers, donc elle a couru dans ses bras en pleurant, elle s'est jetée dans ses bras, elle l'a regardé de la tête aux pieds pour voir s'il était blessé, et lui, il s'est mis à rire. Et plus il riait, plus elle s'énervait. Et à un moment donné, elle s'est rendue compte qu'en fait, il puait le vin. En fait, il avait passé sa soirée à se bourrer la gueule avec Luigi. Et là, elle s'est mise dans une colère noire, elle s'est mise à le secouer. Lui, comme il était complètement bourré, à un moment donné, il s'est rétamé la gueule par terre. Et il n'a pas apprécié que
sa femme se fout de lui devant son meilleur ami. Donc il s'est relevé, il lui a décoché un bond direct dans le visage. Le lendemain, elle a eu un œil au beurre noir. Et puis, ils sont rentrés tranquillement à la maison. Lui, il était tellement bourré que, tout habillé, avec ses vêtements tout noirs de charbon, il allait se coucher directement dans les beaux draps blancs de ma grand-mère, qu'elle n'a jamais su ravoir et qu'elle a fini par jeter. Et elle est retournée dans sa cuisine et elle a continué. Elle a cuisiné tout ce qu'elle trouvait dans cette cuisine. Le moindre grain de riz, le moindre gramme de farine, la moindre goutte d'huile d'olive qu'elle a trouvée sont passés dans la cuisine. À la fin de la soirée, il n'y avait plus une feuille de basilic, un grain de sel ou un petit morceau de bacala qui n'ait pas été cuisiné. En tout cas, un merci tout particulier à Lisa Tonelli et Emeline Marcourt pour leur participation à notre premier podcast. On espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous l'avons passé avec elles. Et on espère aussi que vous avez pu découvrir et éveiller votre curiosité autour des thématiques du poids de la tradition. Enfin, c'est quoi en fait exactement toutes les thématiques qu'on a abordées aujourd'hui? Du sentiment d'appartenance. Oui, et aussi du poids de la tradition. La différence entre appartenir et faire partie. Et la tradition, comment est-elle vécue par un homme et une femme de la même culture? Et est-ce qu'une culture en mouvement, en changement, évolue ou recule? Et en fait, est-ce que c'est encore la même culture quand elle est transmise à travers les générations? Toutes des questions qu'on va vous laisser développer sans forcément devoir y répondre. On vous laisse y penser sur les notes d'Umut Vigdan.